Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Hello les amis, je suis super content de vous annoncer que on a notre premier sponsor sur le podcast qui est Scalability. En gros, pour vous en dire un peu plus, Scalability, c'est une équipe growth qui est externalisée et qui travaille avec les meilleures startups. Ils ont travaillé avec Penny Lane, Le Wagon, Reveal et plein d'autres. En gros, ce qu'ils ont mis en place, c'est une stack d'outils ultra performante qui permet de générer de la croissance pour les boîtes. Et du coup, j'ai contacté Victor, donc, qui est déjà passé sur le podcast, qui a été un des invités qui a apporté énormément de valeur. Et il a proposé de mettre en place des office hours pour justement les auditeurs du podcast et du coup de prendre du temps avec son équipe pour challenger vos process actuels et également vous donner ses meilleures recommandations. Du coup, si toute la partie outbound est un vrai sujet pour vous et un enjeu pour cette année, n'hésitez pas à cliquer du coup sur le lien dans la description pour bénéficier de cet office hour. C'est gratuit et surtout les places sont limitées, donc allez-y sans modération. Je vous dis à très vite et on se retrouve là pour l'épisode. Go! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et du coup, aujourd'hui, on est en compagnie de Kylian, fondateur de Kima, qui s'est renommé d'ailleurs, qui s'appelle Prism maintenant, et également futur associé sur Nomad, Just Nomad, qui est du coup le mouvement qu'on est en train de créer pour les entrepreneurs hors normes qui veulent voyager, travailler en voyageant et participer à des co-living un peu hors du commun. Donc déjà, Kylian, comment tu vas? Très bien, et toi? Merci Alexis, bonjour tout le monde. Ça va plutôt bien. Yes, top. Trop cool. Grave content que tu sois là. Pourquoi tu es ici? Aujourd'hui, c'est pour parler de expérience client. C'est ce que tu fais avec Kima, avec Prism. Du coup, je pense que c'est le bon moment d'en parler. Est-ce que tu peux te présenter déjà rapidement en quelques phrases et expliquer pourquoi c'est un sujet qui te passionne? Carrément. Du coup, je m'appelle Kylian Palermo. Je suis du coup le fondateur de Kima qui se renomme Prism, en effet. En gros, Prism, qu'est-ce que c'est? C'est un laboratoire de croissance par l'expérience client, collaborateur, partenaire et communauté. Donc en gros, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'intéresse tout simplement à vos clients, à vos collaborateurs, à vos partenaires et à votre communauté, qu'on audite pour identifier les axes de croissance inexploités de la boîte en fait, on travaille avec trois types des entrepreneurs d'entreprise, donc en type PME, TPE, PME et quelques grands groupes. En tout cas, on a la vocation de le faire. Et du coup, l'expérience client, tout simplement parce que c'est le cœur du sujet en soi. Sans client, il n'y a pas de business, donc pas de croissance. Donc voilà. Nous, on se concentre beaucoup sur les clients. C'est le pôle central de notre taf. Ouais. Trop cool. Là, l'idée, du coup, c'est de voir un peu ta méthodo, toi, quand tu vas justement accompagner les clients pour mettre en place justement cette expérience assez hors norme. Quelle serait pour toi justement la première étape lorsque tu vas aller chez le client concrètement? Qu'est-ce que tu vas faire? En fait, nous, la première approche qu'on a toujours, c'est moi, l'un de mes mots-clés, c'est la posture. C'est quelque chose, dans toutes les étapes dont je vais parler, il y a toujours un peu une question de posture. Du coup, la première posture qu'on adopte au tout début, c'est une posture d'écoute, je dirais, et un peu d'attention, dans le sens où le plus important au tout début, c'est de comprendre un peu les bases de l'expérience. Donc, moi, la première chose que je fais, c'est de bien comprendre le business du client, essayer de m'imprégner au maximum et de comprendre ce qu'il essaye d'incarner. C'est super important, donc un peu les valeurs, la mission et la forme d'expérience qu'il a envie de créer. Il faut savoir que du coup, un truc que j'ai pas précisé avant, mais Prism est spécialisé dans le phygital, donc c'est la contraction de physique et digital. Donc nous, on a une approche, on va dire un peu globale, où on essaye d'intervenir tout autant dans le physique, donc de créer une expérience assez hors du commun dans le physique
et de la linker avec l'expérience tout aussi hors du commun, du coup, dans le digital. Donc first step, en gros, pour nous, c'est vraiment d'être vraiment très à l'écoute, de comprendre le client. Et pour ça, on mène un audit qui va nous permettre, en fait, derrière, donc c'est mon étape numéro 2, qui va nous permettre de vraiment bien identifier comment les clients ont envie de fonctionner. Enfin, pardon, une fois qu'on a bien compris comment quelle expérience, en fait, le client a envie de créer, ce qu'on va aller chercher, c'est OK, tu veux créer ce type d'expérience, mais comment tes clients, en fait, finalement, ont envie de vivre aussi cette expérience-là. Donc, on a une posture un peu de compréhension, un peu dans un second temps. Nous, on l'oriente beaucoup autour des clients, des collaborateurs et des partenaires. On a ajouté un petit prisme communautaire, parce que il y a une différence entre les clients et la communauté d'une marque. Et pour le coup, l'idée, c'est de comprendre comment les clients interagissent, comment ils ont envie d'interagir avec la marque et quel type d'expérience, en fait, ils s'attendent à avoir, et trouver concrètement des points communs entre ce que notre client à nous a envie de créer et ce que ses clients à lui ont envie de vivre, pour le coup. Ok, je vois trop bien. Mais du coup, j'imagine que c'est une masse d'informations qui est assez conséquente, d'aller Ouais. chercher justement toutes ces infos. En plus, tu as plusieurs parties prenantes. Comment tu vas mettre en place justement les actions? Comment tu vas faire de la récolte de données? Est-ce que tu as des questionnaires? Comment ça se passe? Exactement, ouais. En fait, on fonctionne. Donc nous, on a deux partenaires, ça dépend un peu des clients. Donc on a deux approches, on va dire. On a une approche, on va dire, plus mainstream pour nous. L'approche plus globale qu'on a, c'est qu'on fait en effet des questionnaires sur des typeforms, beaucoup, très animés et tout. Donc c'est assez cool. Moi, j'aime beaucoup cet outil. Et donc ouais, on va clairement sélectionner un pool de clients, un pool de collaborateurs, pardon, un pool de partenaires et après un pool communautaire. Donc en fait, on fait une sélection. Et ouais, on passe par des questionnaires, on récolte de la data et on fait de l'analyse de data derrière. Donc ça, c'est un peu notre solution mainstream. Et depuis quelques temps, on n'a pas encore démarré de clients dans ce sens-là, mais du coup, je peux en parler parce que c'est backé depuis quelques heures. On s'est backé un peu avec un gros groupe du coup de gestion de la relation client. Et là, l'idée, c'est d'aller un peu plus dans la masse, pour le coup, qui lui est armé de gros data analystes. Et là, c'est vraiment intéressant puisqu'on fait vraiment on va aller chercher le taux de churn, de la rétention client. Enfin, c'est assez poussé. Et on fait du croisement de données et voilà comment fonctionne. Et eux, en fait, fonctionnent plus sur ce qu'on appelle du speech analytic. Donc, tu sais, c'est un peu ce que Orange, par exemple, quand Orange ou SFR ou autre, enfin, c'était plein, quand ils t'appellent pour, tu sais, quand tu es au téléphone et qu'on te dit, voilà, cet appel va être enregistré, etc. En fait, il y a un certain nombre de catégories sémantiques qui sont convenues entre nous, le client, et cet acteur de gestion de la relation. Et tout simplement, on croise toutes ces datas, on récolte toute cette data et nous, c'est grâce à ça qu'on sort les axes de croissance qui sont pas exploités du coup par notre client. Ok, trop cool. Et Ouais. du coup, ouais, bah, justement, c'est un peu transition parfaite pour te demander, une fois que l'audit est fait, que vous avez recueilli justement l'ensemble des informations, tu parles d'axe de croissance, quelle est un peu la sortie, l'output un peu de cet audit, les grandes catégories, tu vois, que tu vas pouvoir ressortir. Euh, ouais, qu'est-ce que tu as l'habitude de mettre en place, tu vois, en termes de catégories? De catégories sémantiques, tu veux dire? Ou d'espace? Qu'est-ce qu'on cherche à aller chercher? Pas forcément catégorie sémantique, plutôt en gros en termes de recommandations. En gros, pour le formuler Ouais, autrement, ton audit, en gros, tu l'as finalisé, donc il y a des je rentre recommandations comment, qui ouais. vont arriver. Mm. Ouais, quel type de recommandations, sur quel type Ouais. de département, de catégorie, ça va traiter en fait ces recommandations? Ok, ouais, c'est une excellente question. Pour le coup, nous, on part d'un concept assez simple, c'est que ce qu'on recherche, c'est le concept de l'innovation valeur. Donc, c'est ce qui a beaucoup de valeur pour le client et très peu de coût pour l'entreprise. C'est ce qui processe énormément de notre façon de fonctionner. Donc, comme tu dis, ce qu'on sort, c'est donc des axes stratégiques, mais j'ai plutôt envie de parler d'espace stratégique. C'est ce qu'on va aller chercher. Ça touche à plein de choses. Comme nous, on a une orientation très client, très collaborateur. En général, ça va beaucoup dans la gestion de la RC, enfin de la relation client. On fait pas du tout, par exemple, de structure de coût ou autre. Évidemment qu'il y a toujours un sujet de combien ça va coûter concrètement, mais nous, on s'oriente beaucoup sur la gestion de la relation client, sur la gestion commerciale, sur l'expérience en magasin, un peu ce genre de choses. Et ça dépend honnêtement des clients, des secteurs. Les approches sont différentes et les recos sont différentes. Mais ce qu'on essaye de faire, hein, c'est de trouver un maximum de recos, j'ai envie de dire mainstream dans le sens de regrouper, on va dire un maximum de recos dans 2 ou 3 stratégies. Il y a toujours des ponts évidemment entre nos stratégies. Et on laisse le client en fait choisir celle qui lui ressemble le plus.
et qui lui convient le mieux. Euh, Ce qui est assez cool, je trouve, dans ce qu'on a créé, du coup, je passe la step encore un peu suivante, c'est que nous, on a quand même une demeure assez cool, c'est qu'on essaye de, au-delà de faire des recos, on a la capacité aujourd'hui de faire un peu des crash tests. Donc en fait, on leur dit pas voilà les axes, choisissez une strat et débrouillez-vous. On leur dit plutôt voilà les axes et dites-nous qu'est-ce qu'on va les crash tester pendant X temps pour vous démontrer que c'est viable ou non, quoi, pour le coup. Voilà. Ok, je vois trop bien. Est-ce que tu as des exemples peut-être d'entreprises, peut-être de clients, je sais pas si tu as le droit, mais ou d'entreprises, tu vois, qui ont une expérience un peu innovante, tu vois, une expérience client, notamment on parlait, tu viens du Qatar, moi j'avais bien aimé cet exemple, tu sais, de la compagnie, etc. Ouais, C'est d'avoir Emirates, plein ouais. de choses qui tournent autour, en fait, le service. Est-ce que tu as ouais, des exemples à confier, ouais? Ben, en vrai, cet exemple, il est pas mal. C'est pas un exemple de client qu'on a construit nous-mêmes, mais c'est un bon exemple pour imaginer en fait un peu ce qu'on fait. Euh, du coup, l'exemple dont tu parlais, dont on avait parlé ensemble, c'était Emirates, du coup, qui lui, Ouais, Emirates. c'est ça. Ouais, Emirates, du coup, qui est la compagnie Emirati. En fait, ce qui est très intéressant dans la démarche qu'a eu Emirates, donc c'est Emirates, mais c'est très spécifique, c'est en business class, du coup. Ouais, après, ils ont fait ça, honnêtement, Emirates, ça a construit une expérience client hors du commun, même en éco, honnêtement. Mais c'est en business class que tu sens vraiment un peu le gap. C'est tout simplement que Emirates, ils sont partis d'un constat très simple, c'est à un moment, au moment où eux, en tout cas, sont entrés sur le marché, toutes les compagnies s'endormaient un peu sur une expérience client assez, j'ai envie de dire, assez normée. C'est-à-dire que tous copiaient un petit peu le même type d'approche. Et Emirates s'est dit, OK, nous, comment est-ce qu'on va repenser la chose de façon à ce que pour nous, enfin que l'expérience chez nous soit unique en fait, finalement. Euh, et leur approche a été de s'intéresser à toutes les petites choses qui ne sont pas leur métier de base, mais qui enrichissent l'expérience de leurs clients. Concrètement, je vais vous donner un exemple. À l'époque, du coup, avant Emirates, quand vous preniez une business class avec Air France, ben, vous deviez arriver par vos propres moyens à l'aéroport. Emirates a dit, boum, nous on va casser ce truc-là, on va envoyer, à partir du moment où c'est de la business, on va envoyer des chauffeurs qui vous ramènent à l'aéroport n'importe où vous êtes. Mais ça, en soi, très peu de coûts pour l'entreprise, parce que Emirates a acheté plein de voitures, économie d'échelle, etc. Alors ok, c'est un investissement de base, mais en soi, c'est pas non plus pour une compagnie aérienne, c'est pas non plus un investissement hors norme en fonction des. En plus, il y a eu plein de contrats qui ont été mis en place. Enfin bref, ils ont fait les choses bien et ça leur a pas coûté si cher. Mais pour le client, ça a une valeur incroyable, alors que c'est un tout petit détail. Et puis Emirates en fait a qualifié cette chose-là à beaucoup d'échelles, puisque tout simplement même dans l'expérience dans l'avion, euh, il y a eu plein de petites choses, mais c'est les premiers à avoir fait des produits ultra personnalisés en fonction de qui tu es, ce que tu as envie de porter, etc. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu, quand il a commencé à avoir un peu les sujets comment dire ça, de produits plus vegan, etc. Ils vous demandaient en amont, Emirates aussi par exemple, même en éco d'ailleurs, vous demandent en amont un certain nombre de choses sur vous pour comprendre un peu qui vous êtes. Donc développe une expérience personnalisée dans l'avion. Et ça paraît logique en soi de le faire en business vu le prix des billets que tu as, mais pour le coup, c'était pas fait. Et Emirates l'a fait. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à l'époque, un Air France, par exemple, entre Paris et Dubaï, en business class, coûtait, alors je donne un prix un peu comme ça, mais 6-7 000 euros. Avec Emirates, tu t'en sortais pour 3 000 euros. Donc en plus, ils ont cassé complètement les prix. Et ça a tué l'expérience client. Et du coup, les gens ont une valeur perçue d'Emirates qui est énormissime, alors que d'autres compagnies ont grave souffert de ça et ont dû suivre. En fait, c'est un peu, c'est ça. Nous, on l'a tiré d'un. Enfin, d'ailleurs, Emirates comme nous, on appelle ça la stratégie de l'océan bleu. C'est vraiment aller trouver un espace stratégique où personne n'est présent, ou en tout cas une approche que personne n'a pour le coup. Mmh. Voilà. Et ça, je trouve ça super smart, tu vois? Et souvent, tu as des, bah, quand je pense à Océan Bleu, je pense au Cercle du Soleil. C'est genre le Ouais, Graphe et tout, tu vois? Le Cercle du Soleil qui se démarque des autres cercles grave. traditionnels où tu avais des animaux, où c'était pas trop, ça devenait un peu, entre guillemets «ennuyeux» parce que du coup, c'était un peu toujours la même chose et puis en plus, la cause animale, du coup, portait beaucoup plus à cœur, du coup, les gens. Donc ils ont fait un truc totalement différent, pas d'animaux, que de l'acrobatie, du divertissement au maximum et du coup qui parlait à tout public. Et du coup, tu vois sur le Océan Bleu qui sont démarqués un peu partout. Et en fait, c'est assez intéressant parce que souvent, pour créer des océans bleus, il suffit de s'inspirer de secteurs
on va dire, à côté, Complètement. différents, qui ont l'habitude de mettre ça en place et qui est pas mis en place, en fait, dans notre secteur. Toi, est-ce que tu as l'habitude de faire ça, toi? Quel est ton positionnement sur ce côté de s'inspirer d'autres secteurs d'activité? Ben c'est hyper intéressant et c'est hyper important que tu dises ça parce que, en fait, je pense que c'est toute la valeur ajoutée d'une boîte comme la nôtre aujourd'hui. Dans le sens où, et c'est un truc que tout le monde doit faire, mais c'est justement ce que personne n'arrive à faire aujourd'hui parce qu'il y a énormément de boîtes qui s'ancrent et c'est normal. Tu sais, dans un, quand t'es dans un business et t'es un peu comme ça. Tu penses qu'à ton expérience, tu regardes tes concurrents, etc. Alors que de base, justement, regarder ses concurrents directs, c'est la pire chose à faire puisque la meilleure des choses, c'est d'aller voir chez les autres et de réinventer et de réadapter un peu, tu vois, des stratégies fonctionnelles dans d'autres domaines qui pourraient fonctionner du coup éventuellement pour toi. Et en effet, le Cirque du Soleil, c'est un excellent exemple, mais c'est un excellent exemple parce que ils sont partis du principe que lui, en fait, il s'est inspiré du théâtre. Je pense que du coup, tu prends cet exemple et il est dans le livre et c'est un très très bon exemple. Donc, tu as dû lire le livre et il s'est inspiré du coup des expériences de théâtre et d'opéra. Super smart, tu vois, d'avoir Ouais. fait ça. Et finalement, c'est pas non plus si éloigné du cirque parce que, en fait, nous, on a une approche, en tout cas, moi, j'ai une approche où souvent je dis à des gens avec qui je discute, essayez d'aller consommer là où vos clients consomment. Tu vois. Si vous voulez trouver vos clients, consommez là où eux consomment, finalement. Tu vois, donc typiquement, moi, C'est-à-dire? Ouais. ben, typiquement, moi, j'essaye par exemple de beaucoup travailler avec des grands groupes. Là, c'est un peu dans la strate de ma boîte, tu vois, par exemple. C'est la petite confidence. Et donc, du coup, je me dis, ok, il faut que j'aille chercher, tu vois, un peu des clients à des endroits où des gens de pouvoir, entre parenthèses, ou en tout cas décisionnaires, consomment. Donc, typiquement, je sais que les lounges d'aéroport, d'ailleurs, je suis là dans un aéroport, D'ailleurs, tu es les dans lounges un aéroport, d'aéroport. donc ça tombe bien. C'est exactement. Donc, oh, je suis désolé. Bref, au moment. Ah bah, ça fait comme ça, Je suis vraiment désolé. Ouais. on a la preuve que tu es vraiment dans l'aéroport. Exactement, c'est les aléas du live. Je suis vraiment désolé. Du live Du coup, et du monde novel. exactement. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, je sais pas si on m'entend bien. On m'entend bien? C'est bon, c'est fini. Ça va, on t'entend. Ouais, donc, C'est bon. ok, donc parfait. Donc, du coup, tu vois, typiquement, moi, je me dis, typiquement, dans un aéroport, ben, le fait d'aller consommer dans le lounge, ben, ça me met au contact de mes clients. Tu vois, je vais te donner un autre exemple. Quand tu cherches à consommer, moi, je cherche vraiment à entrer en contact avec des gens assez décisionnaires. Donc, il y a des activités et qui sont des activités un peu tendance. Typiquement, le paddle, c'est trop drôle, mais je me suis mis, tu vois, à jouer au paddle de temps en temps et je rencontre grave des clients, finalement. Ou des prospects, en tout cas, tu vois, qui peuvent finalement Ouais. devenir des futurs clients. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du fait de devenir des futurs clients, ben, l'expérience qui est mise en place dans leur business est hyper intéressante, ou l'expérience que moi, je vais chercher à développer en essayant de les transformer de prospects à clients, ben, m'inspire énormément dans d'autres projets. Donc, tu vois, finalement, la meilleure des choses, je pense que c'est souvent et tout le temps d'aller voir ailleurs pour s'inspirer des autres et se dire, OK, comment est-ce que je pourrais complètement transformer ça et adapter ça à mon propre business? Parce que, évidemment, tu vois, une expérience qui est faite pour Lacoste, elle fonctionnera pas pour Air France de prime abord. Mais il y a toujours une façon de repenser le truc et de se dire, OK, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de l'adapter à mon business, à mon secteur, et en fait de venir vraiment en rupture tu vois, dans mon secteur, du coup, en me mettant inspiré de la mode, alors que je suis Air France, tu vois, par exemple. Ouais. Et quels sont les critères justement que tu as déterminés pour savoir si le process ou l'expérience client d'une personne dans un secteur qui n'est pas le tien peut être adapté dans ton secteur? Est-ce qu'il y a des critères que tu vas aller chercher? Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis ouais, c'est un no-go ça? Ou à l'inverse, ça, bah, effectivement, il y a toujours dans chaque secteur d'activité une relation et du coup ça peut s'adapter facilement. En fait, moi, mon main truc, c'est de me dire, il faut sortir les gens de leur zone de confort en créant un lien émotionnel fort. Tu vois, genre, Ok. si tu arrives en fait dans ton expérience à te dire, ok, si les gens vivent cette expérience à travers ma marque et que ça les fait sortir de leur zone de confort, mais que ça les attache émotionnellement à la marque de façon forte, c'est que c'est une bonne solution. Et ça s'applique dans le digital comme dans le physique, pour le coup. Parce que ça peut paraître très physique, mais ça s'applique énormément dans le digital aussi. Il y a plein de techniques de marketing sensoriel qui sont adaptées typiquement au digital, auxquelles on pense pas forcément, comme la musique par exemple, ou ces choses-là, et où tu sors dans ta zone, tu sors pardon un peu de ta zone de confort. Tu vois, typiquement, il y a plein de choses digitalement il y a l'UX. L'UX joue un rôle considérable. Tu vois, l'écriture persuasive, l'UX, la façon dont ton site est un peu aménagé, le fait de voir. Tu vois, aujourd'hui, tu vas dans. Moi, je me suis spécialisé pendant un moment dans le luxe.
tu vas sur les sites de Balenciaga, de Louis Vuitton, de Dior ou de marques comme ça, c'est c'est que des sliders de vidéos, tu vois. Ça, Mhm. typiquement, quand tu cherches des trucs, tu vois, tu vas sur un shop classique de marques, alors je vais pas citer d'autres marques parce que pour le coup, là, je suis pas, genre, j'ai pas des infos, mais tu vas sur des shops un peu plus classiques, tu as l'habitude de voir des espèces de shops un peu mindsetés de la même manière, tu vois, genre les dernières tendances, le dernier truc, mais tu vois pas un truc hyper immersif. Ben, les marques de luxe, elles se sont toutes mises pardon, à l'immersif. C'est du marketing sensoriel, tu vois, parce que c'est du marketing immersif. Mhm. Typiquement, tu vois, tu sors de ta zone de confort, tu comprends tout de suite que tu vis une expérience hors du commun. C'est un peu ça, pour Ok. le coup. Et, et du coup, tu as cette notion entre bah, tu as figital, le truc Ouais. physique et digital. Euh, à quel point c'est important selon toi et est-ce que tu as des exemples justement de types de produits ou d'entreprises qui mêlent les deux, où on pourrait justement imaginer le fait, je sais pas, que tu vas commander quelque chose en ligne, puis après tu vas le recevoir en physique, tu vois? Est-ce que tu as des exemples comme ça de scénarios un peu figital où tu vois une expérience qui peut être mise? Écoute, en vrai, des expériences digitales, en fait, tu en as dans ton quotidien. Tu vois, je vais prendre par exemple, comme ça, en fait, là, en y pensant, j'en ai 1000 qui viennent, c'est pour ça, mais je vais prendre un exemple typique. Je vais prendre deux exemples dans deux domaines un peu différents. Je vais prendre par exemple l'exemple de Louis Vuitton, donc dans le luxe, comme ça Ouais. en process. Et après, je vais prendre l'exemple d'Air France, parce que comme ça, c'est un peu plus mainstream et ça explique bien que c'est applicable à tous les niveaux, je trouve. Louis Vuitton, typiquement, tu vois, il y a Ouais. deux grands groupes de clients chez Louis Vuitton. Tu as tous ceux qui vont consommer moins de 1000 euros et tu as tous ceux qui vont consommer plus de 15 000 euros. C'est comme ça que, bah, il y a plein de petits groupes, évidemment, de personnes-là, Mmh. mais si on devait donner des grandes tendances, ce serait ça. Et en fait, typiquement, le travail du digital de Louis Vuitton, c'est de dire, OK, il faut qu'en fait les gens qui vivent cette expérience, enfin les gens qui consomment moins de 1000 euros comme les gens qui consomment plus de 15 000 euros doivent ressentir exactement la même chose. Mais foncièrement, c'est impossible de faire ça. Tu vois, parce que tu arrives en magasin, évidemment, tu vivras pas la même chose si tu es en salon privé Louis Vuitton, machin, que si tu viens et puis tu es juste là en train de faire un peu du lèche-vitrine forcé. Mais en fait, l'expérience client digitale, elle joue à partir du moment où tu mets un pied dans le magasin. C'est-à-dire qu'il y a l'odeur que tu vas avoir dans le magasin, dans le physique par exemple. Tu vois, il y a les parfums, il y a la façon dont on va t'accueillir, le wording qu'on va avoir, la tablette qu'on va te donner, à quoi elle est connectée et à quel écosystème elle est connectée. Tu vois, le but d'une expérience digitale, c'est vraiment de connecter totalement ton écosystème physique et ton écosystème digital. Ce qui veut dire que logiquement, demain, Alexis, tu t'es baladé sur le site, enfin, dans la logique topissime, tu te baladerais à peine sur le site, tu arriveras en magasin le lendemain, on saurait ce que tu as fait sur le site, comment, pourquoi. Tu vois, c'est du croisement de data dans l'idée. Donc, on pourrait te conseiller le produit le plus adapté à toi à un instant T. Et ça, typiquement, c'est fait chez Louis Vuitton. Si tu t'identifies chez Louis Vuitton, tu vois, par exemple, ben, tu arrives en magasin demain, on te demande toujours, on te dit toujours quelqu'un va venir vous parler, on te demande ton nom de famille. L'idée, c'est ça, tu vois, c'est après de pouvoir te offrir une expérience complètement personnalisée. Euh, donc voilà, le digital, en fait, pour moi, aujourd'hui, c'est pas que c'est nécessaire, c'est que c'est indispensable. Tu peux pas t'en passer. Quel que soit ton business, tu peux pas t'en passer. D'ailleurs, il y a eu ces dernières années une vague de DVNB, tu sais, c'est des Digital Native Vertical Brand, DNVB, pardon. Et la plupart de ces DNVB, ça devient très rapidement des marques omnicanales parce qu'elles ont besoin d'une présence physique pour s'ancrer, tu vois, dans le lien émotionnel réel et physique des gens. C'est hyper nécessaire. Donc il faut toujours que tu crées une expérience physique qui est connectée à ton expérience digitale. Et à l'inverse, tu dois absolument, même dans une commande digitale, donc je vais prendre un exemple digital, tu achètes ton billet sur Air France, par exemple. Je vais vous donner un exemple hyper concret parce que ça vient de m'arriver. Moi, j'ai acheté un billet du coup de Bordeaux à Paris, puis une escale du coup à Paris de 4 heures pour aller à Florence. En fait, le site a détecté que mon escale dépassait 3 heures. Ils se sont dit, OK, bah, très bien, on va lui proposer une offre promotionnelle au lounge de l'aéroport parce qu'il arrive dans le bon terminal du lounge, tu vois. Ben, c'est méga personnalisé parce que du coup, ben, ils ont compris que j'arrivais au terminal 2F, qu'il y avait le lounge, que ça dépassait 3 heures et que donc du coup, ben, ça pouvait être sympa pour moi de profiter du lounge et j'ai une offre promotionnelle de genre 50% là-dessus. Idéal, tu vois. Tu te dis, mais magnifique, ils m'ont compris. En fait, tu Mmh. vois, et tu crées un lien émotionnel parce que tu te dis, ils captent, tu vois, on se connaît finalement. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, pas du tout. Mais ils ont créé juste en fait une expérience qui t'embarque tout de suite dans l'expérience de la boîte, quoi. C'est hyper intéressant. Ouais, en vrai, c'est super, super intéressant ça et du coup, j'imagine que tu vois, bah, eux de leur côté,
Ils doivent créer des sortes de systèmes, tu as des workflows, etc. Est-ce que toi, tu as des sortes d'outils ou de méthodes ou d'ateliers, tu vois, qui vont te permettre de mapper ton expérience client? Comment tu créerais ça? Imaginons que tu es une entreprise et que tu as envie de dire, vas-y, bah, ok, je vais m'attaquer à mon expérience client. Quels sont les outils à ta disposition, tu vois, pour réfléchir à ça? Ok. Moi, pour le coup, je vais te prendre beaucoup d'outils. Déjà, je vais donner une ressource. On en a parlé tout à l'heure, mais moi, le livre, ma Bible, c'est la stratégie Océan Bleu. Vraiment. Dans le sens où ils abordent un nombre de sujets assez incroyables dedans, un nombre d'outils assez incroyables dedans. Tu as le canevas stratégique, par exemple. Le canevas stratégique, c'est l'outil de base quand tu veux travailler ton expérience client parce que ce qui te propose, en fait, c'est d'identifier les acteurs que tu as vraiment envie de challenger, d'identifier en fait ce qui a de la valeur, donc de mapper un peu ces acteurs-là, d'identifier ce qui a vraiment de la valeur pour les clients et ce qui n'en a pas, d'identifier ce qui a vraiment du coût pour l'entreprise et ce qui finalement n'en a pas, et en fait de mapper ce truc, tu vois, de challenger ces deux états-là, et en challengeant ces deux états-là, en fait, tu arrives à trouver l'innovation valeur, ce dont je parlais aussi tout à l'heure, comme quoi vraiment ce livre est vraiment ma Bible, tu vois, l'innovation valeur qui te permet, tu vois, d'équilibrer en fait ton expérience client et de dire, OK, moi, je vais me concentrer sur X ou Y point parce que ce point a énormément de valeur pour le client, mais il va pas me coûter très cher et personne ne le fait, alors que ce point a très peu de valeur et tout le monde le fait et ça me coûte une blinde. Donc, pour le coup, tu vois, genre, typiquement, déjà, le livre est une pépite et le canevas stratégique, moi, si je devais donner un outil, nous, nos audits commencent toujours par cet outil-là. Tu vois, le canevas stratégique. Enfin, en dehors du fait qu'on fait des questionnaires, etc., quand vraiment on essaye de process l'expérience client et de la poser, on commence toujours par ça parce que ça te permet de mapper vraiment l'écosystème finalement. Et à partir de là, tu peux créer des trucs un peu plus spécialisés. Et donc du coup, par ordre de priorité, moi je ferai un quest client, quest collaborateur, quest partenaire dans un premier temps. Et derrière, je pose un canevas stratégique pour avoir une idée assez concrète de l'écosystème et où est-ce que je peux me positionner. Dans l'idée, voilà. Trop bien. Et du coup, pour mesurer l'ensemble de ton impact, tu vois, de ton expérience client et toutes les choses que tu as mis en place, parce que du coup, on va se dire, ok, bon, on met ça en place, mais du coup, c'est difficilement palpable. Quels seraient, Ouais, toi, tes indicateurs ou les choses qui te donneraient des intuitions en te disant que ça a marché? c'est une excellente question. Alors ça dépend énormément du business et du secteur pour le coup, parce que si tu as une approche digitale de base, si tu veux, le digital n'est jamais équilibré, enfin rarement équilibré, à part dans des énormes groupes. Donc tu as souvent on va dire un focus digital ou un focus physique, souvent. Donc évidemment, c'est pas les mêmes indicateurs. Tu vois, genre dans des deux côtés, des indicateurs un peu communs, tu as les taux de fréquentation, tu as les taux de transformation, la baisse du taux de churn, tu as un peu ces choses-là, tu vois. L'augmentation des paniers, la baisse pardon, des paniers abandonnés et ou l'augmentation, tu vois bien que ça fonctionne pas, ça veut dire que typiquement, tu as un problème d'expérience client digitale si jamais tu vois, tu as des gens qui quittent plus tes paniers ou autres. Tu as plein de petits indicateurs qui te montrent ça. Après, d'une manière un peu plus globale, évidemment, tu as l'augmentation de ton chiffre en tant que tel, mais nous, en fait, on a tendance à construire une stratégie et on processe en fait cette stratégie à travers plusieurs indicateurs, notamment le coût tout simplement de la stratégie équilibré avec son retour sur investissement, tu vois, d'une certaine façon. Nous, on part du principe que si tu n'es pas sur un ROI de 4-5, en grand minimum, c'est que déjà, c'est pas fonctionnel, tu vois, même si tu as du retour. En gros. Ok, ouais, je vois. En vrai, trop cool. Et Après, le petit spécifique, il y a un petit ouais, truc dis-moi. que j'ajouterais, tu vois, c'est que pour Vas-y, le coup, vas-y. ce dont je parlais en questionnaire client, questionnaire collaborateur ou autre, surtout questionnaire client et communautaire, nous, on a toujours des stratégies qui tournent pendant toute la durée. Tu vois, c'est des remises en question constantes pour le coup. Quand je dis questionnaire, je suis pas en train de dire qu'il faut créer quelque chose, enfin une espèce de séquence mail qui tombe tous les 6 mois. Nous, on crée plutôt des petits questionnaires et des petites séquences qui en fait vont tomber de façon plus régulière, mais à travers une ou deux questions très stratégiques pour nous. Ouais, en gros. Est-ce que tu as des exemples de questions, par exemple? Typiquement, sur du Air France, tu vois, typiquement, tu vois, je vais reprendre cet exemple que je prenais tout à l'heure. Sur du Air France, quand tu sors du lounge, la question, en fait, on n'essaye plus de créer de l'action, on essaye plutôt de créer de la valeur. C'est un peu, qu'est-ce que vous avez aimé dans votre expérience dans le lounge, tu vois, et pas, est-ce que vous avez cliqué sur le bouton, tu vois. On va pas regarder s'ils ont cliqué sur le bouton, on va plutôt regarder la façon dont ils ont consommé dans le lounge. Qu'est-ce qu'ils ont aimé faire et pourquoi ils ont aimé le faire. Tu vois, pour pouvoir enrichir l'expérience dans le lieu et pas forcément aller essayer de chercher
un enrichissement ou vendre des produits additionnels. On va plutôt essayer de leur donner de la valeur que d'essayer de leur vendre des trucs, en gros. Ouais, et chercher du coup de la stat un peu qualitative, entre guillemets, du retour quali, plus que du quanti pour avoir justement des choses un peu plus difficilement palpables et du coup qui sortent un peu du lot et surtout avec des questions ouvertes. Comme ça, du coup, les personnes peuvent te donner aussi des propositions, peut-être des choses que tu peux améliorer, etc. Euh, Exactement. ok, trop cool. En quoi, selon toi, euh, plutôt ma question c'est quand est-ce qu'il faut se pencher justement sur cette expérience client, tu sais, à certaines phases de boîte. Au début, on galère, et cetera. Tu vas essayer de chercher à fond des clients, donc tu vas pas peut-être penser à cette expérience. Après, tu commences à avoir plus de clients, peut-être tu en as qui vont partir, donc là, tu vas dire: «Oh là là, il faut que je fasse à mon expérience». À quel moment, selon toi, il faut y penser, stratégiquement et est-ce qu'il faut y penser tout le temps? C'est quoi un peu tes recos? Alors, pour le coup, je suis ravi que tu poses cette question parce que moi, il y a énormément de gens avec qui je discute qui me disent, et je les comprends, je sais comment ça fonctionne. Et pour moi, globalement, quand tu pars du principe que tu sais comment fonctionnent tes clients, qui ils sont, etc., c'est que tu n'as rien compris. Ça veut dire que concrètement, tu dois te remettre en question constante, tu vois, genre sur tes clients. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'expérience client, tu dois t'y intéresser du début à la fin enfin, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de fin, mais tu vois, tout au long de la vie de ta boîte, tu dois t'intéresser évidemment à l'expérience client, tout simplement parce que de la même manière que ta boîte évolue, l'expérience doit évoluer, tu vois. De la même manière que ta boîte évolue, tes clients évoluent, tes clients grandissent. Tu vois, tu as des boîtes, je vais te donner un exemple, il y a une startup qui s'est créée qui s'appelle Card, tu vois. Une boîte comme Card, des cartes de crédit, je sais pas si tu connais, c'est une boîte, c'est une banque en fait, c'est une banque, je crois que c'est une néobanque à la base. J'ai peur de me tromper, mais bon, peu importe. C'est une banque du coup à destination des mineurs de base. Mais typiquement, ces mineurs deviendront adultes un jour et ils sont incarnés par là-bas, la boîte, tu vois. Donc ça lèvera des opportunités de business pour Card d'une façon ou d'une autre, tu vois. Donc typiquement, c'est pas parce que tu as une cible à un instant T que ta cible elle évolue pas, que son expérience n'évolue pas, que ses attentes n'évoluent pas et que toi tu peux pas soulever des axes stratégiques que tu n'exploites pas. Nous c'est notre métier, tu vois, d'aller justement identifier ces axes et de te permettre de les exploiter sans perdre pour autant la valeur que tu as voulu créer avant. Tu vois. Voilà. Donc concrètement ma réponse c'est tout le temps. Tout le temps, du début et sans fin du coup, jusqu'à la fin de la boîte. Trop bien. Et, Kylian, en vrai, c'était super riche, super intéressant et je kiffe avoir un qui est très stratégique au final parce que souvent, on va vouloir chercher de l'acquisition de nouveaux clients, de nouveaux clients, de nouveaux clients. Au final, si tu n'arrives pas à retenir tes clients et à faire en sorte qu'ils te recommandent, ça sert à rien d'attaquer ce début de funnel, attaque plutôt la fin du funnel. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent, que ce soit sur la partie expérience client, entrepreneuriat, lifestyle, ce que tu veux? Un conseil d'amis, tendez toujours l'oreille, écoutez toujours vos clients. Et pour moi, le meilleur conseil d'amis, c'est de passer de l'autre côté de la barrière, pour le coup, tu vois. Et pour ça, la meilleure des choses, c'est Thématique en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.